Welcome everyone to this plenary titled Disrupting. Bonjour, la bienvenue à cette session plénière qui s'appelle à mobiliser contre l'antiracisme, le racisme antiracial. Car avant de nous engager dans ce sujet qui est la perturbation de l'état de choses, mobiliser l'action pour faire face au racisme anti-asiatique. Nous voulons favoriser l'action anticoloniale car ceci trop souvent et surtout dans l'ère de la vérité de la réconciliation a fait partie d'une politique de libéral, de distraction et de manque d'action. Nous sommes ici à notre réunion virtuelle aujourd'hui continue à aider les indigènes depuis les temps de tous les temps. Nous remercions toutes les nations qui ont des relations de longue date avec les directeurs sur lesquels nos universités sont basées et qui, dans beaucoup de cas, ont continué de façon explicite ou couverte à se conformer aux politiques coloniales et l'université X, qui avant s'appelait Rhinos, qui est en train de passer par des changements est situé à Toronto. Ces territoires sont soumis à l'accord qui était une fois un traité, un accord diplomatique entre les tribus américaines et indiennes pour partager le territoire et protéger la terre et toute l'eau et tous les êtres vivants qui y vivent. C'était la loi de la paix pour pouvoir partager toujours également et dans les champs de chasse et qu'il y aurait la paix parmi le peuple et il n'y aurait pas de couteau près du plat parce que parce que s'il y a un couteau à côté de l'assiette et quelqu'un va peut-être saigner, ce serait un souci. Si ceci arrive, donc il ne devrait pas avoir de couteau à côté de notre plat. Tous les nouveaux venus, les Européens, sont invités à cette association et cet accord de paix. En tant que peuple du traité, c'est notre responsabilité, notre obligation de nous assurer que le plat n'est jamais vide et de marcher librement sur le terrain. Ceci est en solidarité avec les nations indigènes qui ont continué à se battre pour leur terrain. Pour les personnes qui se joignent en dehors de Toronto, je vous encourage à en apprendre plus et reconnaître les territoires indigènes et l'histoire unique des endroits où vous êtes situés. Nous devons nous souvenir que il doit s'agir d'un rituel, plus qu'un rituel formel, mais doit être accompagné de pratiques de décolonialisation et l'édification de nouvelles relations. C'est une occasion de réfléchir aux relations où nous sommes, sur comment les territoires ont été définis, sur la vie des indigènes et de la relation en cours avec les terres et comment nous bénéficions de travailler sur les terres indigènes et nous en apprenons des militants et des dirigeants indigènes. L'objectif de ce forum national, c'est de comprendre comment le racisme anti-asiatique est lié à d'autres événements de racisme qui touchent les autres communautés. Et qui aussi qui inclut qui explore comment nous pouvons en apprendre les uns des autres et les projets de décolonisation. L'objectif final, c'est de bâtir la solidarité pour identifier des priorités stratégiques et recommander toutes les actions pour mise en œuvre dans toutes les universités du pays. Quand on m'a invité à animer ce panel sur la résistance et la solidarité, je me suis souvenu d'un message critique d'une militante. Si vous êtes venu ici pour m'aider, vous perdez votre temps, mais si vous êtes venu ici
parce que votre libération est liée à la mienne, nous allons travailler ensemble. Je crois que ce groupe d'experts va parler de l'effort collectif pour la libération, comprend mettre au défi la suprématie blanche localement et mondialement, et pour mettre fin à la violence anti-noire et le colonialisme blanc qui a mis en danger les vies de beaucoup de populations dans le monde. Dans ce contexte politique où nous sommes invités par various à combattre la domination postcoloniale et blanche, comment est-ce que le personnel, les étudiants et les enseignants peuvent mettre au défi les institutions universitaires pour inciter le changement? Comment est-ce que nous mobilisons les changements que nous avons besoin au sein de l'institution pour bâtir des solidarités? Si l'objectif est d'avoir un changement transformatif pour avoir un futur plus équitable pour tout le monde, de s'inspirer d'une activiste noire, est-ce que nous pouvons démonter la maison du maître avec les outils du maître? Et une autre citation, une autre qui a été analysée. Est-ce que nous devons détruire tout ceci? Nous avons 4 experts honorables qui se joignent à nous. Nous avons Dr. Hayden King, qui est le conseiller au président des arts dans l'éducation indigène, sur l'éducation des jeunes, et un professeur de sociologie à l'université Exeter. Il a enseigné dans différentes universités et sur le Conseil du Canada, et il est dans des rôles de direction dans la gouvernance territoriale. C'est le cofondateur de la collective et le co-hôte du podcast Red Host et d'autres postes prestigieux. Dr. Melanie Knight est la présidente de l'Association pour les Noirs et la conseillère du doyen des arts et professeur de sociologie à l'Université de Aix. Elle fait du militantisme pour les Noirs, les initiatives économiques pour les Noirs et les propriétaires noirs. Elle examine les organismes black sur comment les Noirs se centrent autour de différents enjeux. Elle a travaillé sur des initiatives pour finir le racisme anti-noir et aider à le développement de directives pour des nouvelles lois anti-racisme, pour le racisme anti-noir. Elle est professeure, le docteur Everac est une présidente et co-éditeur de Ethiopia, un journal culturel d'études canadiennes. Ses recherches comprennent le multiculturalisme et les politiques linguistiques avec une concentration sur la réglementation et la représentation d'immigrants racialisés et d'autres sociétés. Elle a publié beaucoup sur ces sujets, y compris un monographe anticulturalisme au sein d'un cadre bilingue au Canada. Alors, Binish Ahmed est une ressortissante du Pakistan qui est une organisatrice et connectrice née à Srinagar au Cachemire. Elle travaille et vit sur un territoire d'Américains indiens pour organisant son travail se concentre sur la solidarité, sur l'autodétermination. Elle a écrit un livre, une collection de poèmes et de nouvelles qui a été publiée récemment. On peut aussi lire ses œuvres dans beaucoup de magazines canadiens et nationaux et internationaux. La madame était membre elle travaille au Cachemire et elle est l'hôtesse de beaucoup d'études et de consultations.
Alors, elle a fait son diplôme de sciences politiques et en sciences asiatiques. Je mentionne également un autre orateur a dû se retirer parce qu'elle ne pouvait pas travailler, venir nous joindre du fait de la manifestation et de la grève qui a commencé le 2 octobre. Et je suis votre modératrice, Dr. Laura Quad, de l'Université de York, votre modératrice, votre animatrice aujourd'hui. Nous avons des questions et notre conversation sera structurée en moitié et les questions, je peux les énoncer d'abord, après nous pouvons revenir. Par vos expériences et vos observations, que considérez-vous être l'état de choses, le statu quo? Est-ce que nous pouvons lancer un défi aux institutions et comment est-ce que ce changement peut être réalisé au niveau du racisme institutionnel? Quelles sont vos recommandations pour inciter le changement dans le processus de l'institutionnalisation du changement? Comment est-ce qu'on va s'agencer? Comment est-ce que nous pouvons montrer ceci et donner le bon exemple aux autres communautés? Je veux ajouter, lorsque nous disons asiatique au racisme anti-asiatique, qui voulons-nous dire par asiatique? Et nous avons des questions sur les autres genres de racisme. Nous allons revenir à la première question. Qu'est-ce que voulons-nous dire par statu quo ou état de choses ou situation actuelle? What is the status quo? Quel est l'état de choses dans le contexte de l'université, du contexte de la société coloniale à plus large, que la société capitaliste? Qu'est-ce que perturber veut dire? Comment est-ce que le statu quo en est venu à comprendre l'EDI et d'autres phénomènes, toutes ces stratégies qui ne sont pas nouvelles, mais qui d'une façon ou d'une autre ont encore un impact sur nous. Je peux aller en premier. Je crois que c'est une question tellement générale. Chacun d'entre nous aura probablement des réponses différentes en fonction de là où nous nous trouvons situés intersectionnellement. En ce qui me concerne, je vais dire que salam alaikum, je vous dis là que la paix soit avec vous. Je suis du Cachemire, originaire du Cachemire. Pour moi, le racisme anti-asiatique est quelque chose qui ne peut pas être traité en isolement. À mon avis, ça se manifeste dans un système interrelié et avec ça fait partie du racisme anti-musulman, comme ça existe en tant que misogynisme et pour des personnes comme moi. Ce sont des façons qui s'inscrivent les unes, qui s'emboîtent les unes dans les autres et nous voulons considérer la façon dont ça se manifeste. Donc, ça se manifeste culturellement, structurellement. Pour vous donner un exemple de comment ceci se manifeste pour des personnes comme moi-même dans le cadre universitaire, c'est pour moi-même et d'autres indigènes ou des personnes qui sont non natifs et qui font semblant que sont eux et qui se intitulent eux-mêmes, où il y a des réclamations d'identité indigène par des personnes qui n'ont pas de contexte indigène dans le contexte canadien colonial, mais aussi des personnes du Cachemire, quand les personnes qui ne sont pas natifs s'identifient comme non natifs et ça a été
mis dans une institution contre l'État. C'est aussi manifesté en ce qui concerne pour quelqu'un tel que moi-même, lorsque je me présente en tant qu'indigène, on se moque de moi ou on m'ignore, pas seulement généralement, mais aussi par des universitaires de date qui rient de moi et qui s'en vont, ou c'est quelqu'un d'autre vient me valider. J'ai eu cette expérience et plusieurs de ces mêmes gens pendant des années maintenant, ça dure. Qui me demandent qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que vous êtes indigène, et ils me disent mais oui, je suis du Cachemire. Et c'est là que les personnes tournent les talons et s'en vont. Donc, ça manifeste la décentralisation de nos voix. Et lorsque les autres sont choisis pour nous représenter ou parler pour nous ou parler par-dessus nous pendant que nous sommes encore en vie, et ils font semblant d'être nos alliés et qu'ils parlent pour nous, pour notre compte ou par-dessus notre tête. Donc, il faut que les voix des autres, le fait que les voix des autres soient privilégiées par-dessus les nôtres, quelqu'un comme moi qui est appelé une islamiste, une criminelle, une terroriste, et pour qu'on vole notre connaissance, et après elle sera reproduite sans reconnaissance. Donc, nous recherchons le silence et la responsabilisation au sein de ce système. Nous sommes ciblés et mis sur la liste noire pour nous exprimer librement. Et donc, nous sommes mis dans le système d'esclaves et de plantation. Et nous sommes, ça aussi à avoir fait que les administrateurs de date qui viennent en classe venir nous dire que nous ne pouvons pas enseigner sur le colonialisme parce que cela vexe les Blancs qui pleurent à ce sujet. Enfin, c'est vraiment une expérience réelle que j'ai vécue. Donc, c'est de demander les personnes en privé montrent leur compassion, mais publiquement, ils nous ignorent et nous excluent. Donc, le privilège de reconnaître ce système de la part des administrateurs principaux qui refusent d'être tenus responsables ou de financer des programmations qui changeraient les conditions ou la programmation, parce qu'après c'est facultatif. Donc on dirait, je parle en particulier des étudiants, et on semblerait que les agents de police, du point de vue des institutions, les personnes comme moi sont considérées comme menaces à la sécurité nationale. Nous sommes surveillés par beaucoup d'organes, des organes de police qui nous surveillent et qui surveillent nos familles. Dans mon cas, ce n'est pas seulement l'état des migrantes et le Canada, mais aussi de mon point de vue de personnes qui c'est un système de surveillance transnationale qui cible des personnes comme moi. Et c'est également le fait que je sois musulmane, du Cachemire, une femme, que je suis impliquée dans le mouvement de résistance pour l'autodétermination et la gouvernance, qui nous considèrent comme une menace, et nous sommes considérés comme des personnes exploitables qui peuvent être dépossédées et déplacées, et des personnes comme moi, en particulier une femme racialisée comme moi, on s'attend d'elle qu'elle soit obéissante et silencieuse, et qu'elle se conforme à toutes les demandes des institutions, et qu'on s'attend à qu'elle soit soumise et c'est consumée en tant qu'objet sexuel exotique, et personne
personnes me donnent des compliments de ce genre, comme s'il fallait que je me réjouisse d'être un objet de désir. Donc, ce sont certaines des choses que je voulais présenter en tant que le statu quo problématique. Merci beaucoup. Je comprends qu'il y a un statu quo qui inclut, qui est vraiment problématique compte tenu de la structure de la religion à plusieurs niveaux. Donc, au niveau des communautés et de l'institution, est-ce que quelqu'un dans le panel voudrait ajouter quelque chose, un commentaire? Il y avait vraiment beaucoup qui a été dit. Et je pense que l'oratrice a couvert beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'éléments structurels dans cette communication concernant le statu quo. Et pour répondre à votre question d'avant, originelle, on doit parler au-delà de conceptualiser le statu quo et au niveau de l'université, au niveau individuel, au niveau de beaucoup de structures. La question intéressante, c'est de savoir par rapport au statu quo que nous devons considérer et penser en dehors du statu quo et vraiment résister par rapport aux populations indigènes, noires et tout. J'ai vraiment du mal avec cela parce que parlant d'une expérience personnelle, il y a de cela 6 mois, je me suis assis et puis j'écrivais pour un journal et puis je cherchais dans mes dossiers, mes anciens dossiers. Et puis, j'avais écrit le même article, il y avait de cela 7 ans, le même article sur lequel on devait parler des problématiques que nous vivons actuellement. Et c'est comme un cycle par lequel nous allons encore et encore. Et puis, ça ne change pas. Nous avons toujours cette conversation ou les forums ou dans les universités. Et le statut comment nous définissons cela ou nous décrivons cela, c'est pouvoir capturer cette résistance. Et je pense que l'historien chinois-américain, elle avait raison quand elle a dit que l'université, c'est vraiment quelque chose que l'université peut offrir pour un changement et que les étudiants devraient se comporter de façon différente par rapport à ce cliché. Peut-être c'est de cette assurance que l'auteur parlait. Donc, on doit parler aux médias de sorte que ils ne vont pas brûler les places parce que j'imagine, je suis vraiment intéressée quand on parle du statu quo, comment on conceptualise cela et quels sont les pouvoirs qui sont impliqués. Donc, je ne veux pas utiliser un euphémisme ici ou bien la façon dont nous comprenons le statu quo, si c'est le colonialisme, cette façon de faire, si c'est un transit du statu quo. Donc, ce que j'essaye de comprendre, et vraiment la question de l'oratrice, c'était vraiment une bonne question pour vraiment, j'essaye de comprendre et d'analyser si c'est quelque chose qui fait de sens. Je pense que c'est le cas. Je pense que c'est une façon très utile de penser au but d'une conversation comme celle-ci ou d'un forum comme celui-ci. Pourquoi est-ce que nous avons ce forum, l'évolution, le racisme anti-asiatique? C'est une façon de légitimer la résistance et que ça devienne légitime.
et même au sein de l'université ou dans l'ensemble de l'université. Et nous savons que ce n'est pas nouveau, ce n'est vraiment pas nouveau, cette façon de fonctionner. Qu'est-ce que nous pouvons faire qui pourrait être différent et vraiment briser ce cercle-là? Et puis j'y pense, je suis sûre que les panélistes ont eu à y penser par rapport au travail que nous faisons. Et ensemble, je pense vraiment, vous savez, par rapport à je préparais mes remarques et puis je pensais que j'avais eu cette conversation il y a de cela 15 ans, 10 ans, 5 ans sur le colonialisme et tout, mais qu'est-ce que nous pourrions faire qui soit différent cette fois-ci, sachant que l'antiracisme institutionnel de l'État est parfois, a parfois l'air pacifique. Est-ce que vous essayez de comprendre la question? Est-ce qu'on peut défier ces genres d'institutions dans nos universités? Étant allé à l'université avec une licence, un master, un PhD, un doctorat, donc je ne suis pas trop sûre de cela. J'aimerais savoir ce que vous pensez. C'est pas parce que je ne l'ai pas fait que ça ne peut pas être fait. Est-ce que vous pensez que vraiment l'histoire apprend beaucoup de choses? Merci à Laura et à la modératrice. Merci. Si je pourrais expliquer, je ne sais pas si c'est possible. Donc, vous devez parler des médias, ce qui est super. Quand je pense au statu quo, il y a une assumption, une supposition que pour moi je pense de façon bureaucratique qu'il faut vraiment changer les choses de façon bureaucratique. Oui, oui. Donc, les comités, les rapports, toutes sortes de choses. For me, what often remains, and this is donc, souvent ce qui reste, c'est ou le statut, les pratiques qui effacent ou une So there's an illusion of l'inclusion des actions progressives. Quand on regarde les pratiques qui sont en place, elles sont très, très ancrées et elles sont vraiment elles sont vraiment très investies et ces pratiques se maintiennent. Comme la standardisation, les mesures de poids, ces choses-là. Donc, il n'y a rien qui puisse vraiment changer ces pratiques qui sont très ancrées. Donc, je pense qu'on manque vraiment ce genre d'institution, cette approche pour comprendre comment est-ce que ces pratiques particulières se sont ancrées. Donc, parfois, comment ça se fait que on a eu des séminaires sur le racisme anti-asiatique, mais quand nous regardons vraiment les choses que nous proposons, quelles sont les pratiques qui légitimisent la violence et qui maintiennent le statu quo? Pour répondre à votre première question, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut vraiment surmonter cela? Merci, Mélanie. Vous avez été tellement éloquente et vous avez parlé de façon détaillée. Et je voudrais dire que quand j'ai vu la question,
elle nous a été envoyée. Quel est le statut? Le mot statu quo est venu dans ma tête. J'ai dit c'est facile, la suprématie blanche, ce que nous devons penser et pourquoi la suprématie blanche est devenue tellement ancrée. Et puis, je ne peux pas parler de ça comme de façon terre à terre. Mais la question de la pratique a émergé et ça a été tellement bien expliqué, Mélanie, parce que ce que nous avons eu est en train de changer tout le temps. Nous sommes quittés de la diversité à l'inclusion et maintenant on a la justice, l'équité, la diversité, l'inclusion, la diversité, l'inclusion et à la fin de la journée, mais quelles sont les pratiques qui à la fin permettent à tous ces acronymes, tous ces mots, d'avoir, de dire la même chose. Donc, j'aime vraiment ce concept de rouge à lèvres, puisqu'on est en train de prendre cette image et parler de façon spécifique pour donner un exemple parce que nous avons besoin de révéler le processus bureaucratique qui fait que le statu quo est maintenu. Donc, l'institution est vraiment est bâtie sur une terre solide. Et comment est-ce qu'on va venir aller vraiment contre cette idéologie sur laquelle l'Institut est fondé? Et ça va vraiment être une bataille parce que c'est comme si ce n'est pas possible. Et vraiment, je voudrais être spécifique ici. Peut-être nous pouvons bâtir sur d'autres exemples. Et ce que je vois, le IDA lipstick, je ne vais pas vraiment appeler ça comme il se dit, c'est parce que c'est comme une représentation à un grand niveau de l'administration centrale, la prolifération des équités, genre, et de façon basique, toutes les universités ont les bonnes personnes. Ce sont des personnes qui ont un bon CV. Peut-être que il y a des gens de couleur, des personnes indigènes, des Asiatiques, et nous devons revenir à ce terme. Et je pense que les gens qui ont de bonnes intentions, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui n'est pas possible pour vous de faire? Et comment est-ce que vous représentez ces institutions? Et qu'est-ce que vous représentez aux gens? Et je peux vous dire que nous avons battu, nous nous sommes battus pour avoir cette position de VP. Oui, de VP qui de façon équitable et on a une personne indigène, une femme indigène à ce niveau et en même temps la pratique reste. Et l'exemple que je voudrais vous donner, c'est un exemple très difficile à parler. Et ce qui parle, qu'est-ce qui se passe dans ce bureau de VP et équité de VP? Parce qu'on veut recommander plus de personnes différentes sur le campus. Et ce rapport a été commandé par quelqu'un de l'administration passée. Et sans discussion, nous avons un sommet. Et nous avons aussi un groupe de travail sur la liberté d'expression. Et ce sont commandés par les étudiants et les membres de la faculté. Et ces pratiques demeurent, même comme on crée tous ces représentants. N'importe qui d'entre nous peut avoir cette position pour voir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible et quelles pratiques nous pouvons, qui reste et qui maintient le statu quo. Donc, la définition du statu quo ne suffit pas pour expliquer tout cela. Nous devons vraiment expliquer comment est-ce que cela se passe.
comment les choses se passent de façon concrète. Donc, pour vraiment avoir une autre approche des choses. Sinon, ça ne fera vraiment pas de différence. Et nous l'avons beaucoup vu. Oh, merci beaucoup, Yves, Mélanie et tous les autres. Merci. Le point que vous soulevez sur les processus, le statut quo demeure, vraiment c'est important. En tant que représentants, nous sommes appelés de faire un boulot vraiment difficile, délicat, pour faire progresser les vues raciales. Et pour revenir à ma question, ça concerne qui à la fin de la journée? Et nous sommes occupés à faire cela pour que le staff continue de servir une structure de violence coloniale. Venant de mon expérience, quand j'étais étudiante organisatrice communautaire au campus, c'est une façon de créer les sujets légitimes et radicaux. Et parfois, j'étais considérée trop radicale et parfois la stratégie ne marche pas. Et il me disait, les gens comme toi, ils ne subsistent pas. Et les gens de ma communauté disaient, ou leurs représentants, disaient que donc si le statut inclut ces approches plus libérales, est-ce que c'est une façon de neutraliser un institut plus radical? Et si nous comprenons de cette sorte, comment nous pourrons rediriger nos énergies en faveur de ces communautés, de ces personnes dans ces communautés en dehors de l'université qui font déjà ce travail pour que la lutte contre la répression active puisse se faire. Ne pas seulement imaginer comment nous allons commencer recommencer à zéro au sein de l'université, alors qu'il y a déjà un travail qui se fait en dehors de l'université. Je ne suis pas sûre. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir? Je voudrais offrir quelque chose. On était en train de penser vraiment sur la question. Moi, j'ai vraiment du mal à me voir comme quelqu'un qui reste dans une institution dont j'ai fait mon doctorat et puis je pense que pour plusieurs raisons, je n'ai pas envie de passer ma vie dans ce genre d'espace avec tout le respect que je vous dois. Donc, je ne suis pas prête et il faut vraiment transformer ce genre d'espace et c'est à cause des gens qui sont venus avant nous, qui ont fait les choses de sorte que nous puissions même avoir cette conversation aujourd'hui. Mais je me pose toujours les questions parce que vraiment, c'est toujours distant de la personne que je suis. Est-ce que je peux être celle égale à moi-même et rester dans cette institution? Et à ce moment, je pense que je pense vers un non. Il y a trop de batailles, il y a trop de situations, trop de défis. Et quant à l'humanité, l'approche d'humanité qui doit se faire. Et l'idée du statu quo est que l'université est à propos de la connaissance et la sagesse intellectuelle et la connaissance vient de quelque part. Ça vient de la communauté. Ça vient des familles. Ça vient des enfants. Ça vient des aînés. Et je pense que c'est vraiment important. Il y a eu un travail tellement important qui a été fait parce qu'il y a une production de connaissances qui a été faite en dehors de l'académie et je serais satisfaite aussi de ces espaces aussi. Je pense que je suis vraiment loin de cette conversation et pour un changement transformationnel au sein de l'académie, je pense que c'est vraiment très
il y a vraiment trop de complications et je ne me vois pas vraiment adhérer à cela. On demande trop de choses et trop souvent et j'ai juste une vie à vivre et je veux vraiment être égale à moi-même et rester ici et passer mon temps. Je ne veux pas qu'on me dise je suis trop bien, trop ou bien pas assez. Donc, vraiment, c'est quelques pensées que j'ai pour le moment. Merci. Je pense que votre sentiment, ce que vous exprimez, c'est que vous ne vous sentez pas que vous appartenez à cet espace en particulier, ce qui indique vraiment la violence dans cet espace, malgré les initiatives comme EDA etc. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait intervenir. Je pense que c'est vraiment triste d'entendre cette expérience. Et je pense pas que c'est pas commun et vraiment, peut-être que le statu quo est idéal. Donc, je ne sais pas si de façon effective, on vraiment conceptualise ce que IDA est. Donc, discuter les solidarités. Est-ce qu'on peut en discuter et puis traverser la bureaucratie de l'université, les personnes indigènes, les Noirs, les Asiatiques et reconnaître que les terminologies pourraient ne pas être appropriées ou les meilleures terminologies à utiliser. Et je pense qu'il y a une stratégie et je dois être d'accord que c'est position principale, les théories du changement à l'université. Pourquoi est-ce que nous intervenons par rapport à ces positions pour les administrations, les positions administratives principales dans les universités? Nous savons que nous ne pouvons pas nous cacher derrière ces visages indigènes qui représentent l'université, mais nous faisons toujours des campagnes en leur faveur. Nous devons penser aux stratégies que nous déployons pour essayer d'apporter le changement dans l'université. Et l'autre point me fait penser au succès de la campagne. Et on peut parler sur la structure et on peut parler de l'annihilation, des concepts qui accompagnent les conversations. On peut parler de l'oppression, tout cela, et fatigue, l'apathie, et puis ça fatigue, surtout pour les étudiants d'écouter cela. Mais pourquoi nous sommes ici? Je pense à cet exemple avec le statu quo et la question, est-ce qu'on peut vraiment changer le statu quo quant aux structures de ces institutions? Et je pense que l'université essaye d'offrir des choses et dit, OK, je n'aime pas le nom de l'université, on va mettre quelque chose, on va préciser quelque chose par rapport au statut. Donc, ça, c'est ce qu'on a décidé et la communauté indigène a dit non. On ne peut pas faire cela parce qu'on a des alliés noirs, on a des alliés d'autres races et en allant, ils sont allés sur la rue pour faire des campagnes et forcer l'université pour changer le nom de l'université. Et ce que ça me dit, c'est qu'il y a une voie potentielle pour les structures pour faire des améliorations quant à la stratégie à tous les niveaux, pas seulement un seul niveau, mais à plusieurs niveaux qui existent même en dehors des structures de l'université qui peuvent informer et même gérer les transformations au sein de l'université et le fait de démanteler les salles de classe, beaucoup de choses, des sabotages. On pourrait faire des sabotages, je pense. That's not bad. Sabotage on the route to revolution.
better than nothing at all, better than, legitimizing the status quo. Donc, le sabotage, c'est pas... Mélanie, Yves, est-ce que vous voudriez le faire? Vous pouvez intervenir. Often, and I don't know what your individual experiences are, you're the one in any given space within academia, the only one. And so we become representative of a slew of things, and because we're the only one. Parce que nous sommes les seuls qui savent à ce sujet. Nous avons des attentes autour du genre de travail que nous faisons en n'étant pas un enseignant ou on nous considère pour des enjeux, des questions sur le racisme, sur la violence, les surveillances sur campus. On se tourne vers nous pour donner des réponses. Et après, ces positions s'ouvrent et sont remplies. Et les espaces dans la Tour d'Ivoire sembleraient un peu différents, mais sont quand même pareil, les mêmes qu'avant. Where am I going with this? I mean, okay, so où est-ce que j'y vais maintenant? I'm noticing that the kind of microaggressions I face at work, je remarque les petites agressions auxquelles je vais face sur le lieu de travail ou dans ce cadre de ce travail n'ont pas vraiment changé. En fait, elles sont devenues un peu plus difficiles à nommer et les gens ont plus de mal à y croire. Et so, le racisme existe quand même. You're exaggerating. That can't be true. We have AA, we have all these other. Donc, on se dit que ça ne peut pas être vrai. Nous avons AA, les tâches de travail, les personnes qui ont lu toutes les législations sur la légalité. Alors, de quoi vous parlez? Pourquoi est-ce que vous faites tellement de demandes et d'exigences? Pourquoi est-ce que ceci, c'est encore plus difficile de nommer le défi actuellement? Est-ce que je pourrais ajouter, les positions sont également très intéressantes, mais pour se servir d'un exemple, est-ce que nous pouvons faire des changements ici ou là? J'ai un conflit. Je ne sais pas. J'adore le sabotage, les outils du maître. Le maître ne doit pas pouvoir savoir que vous utilisez ces outils. Donc, il est sous beaucoup de pression, mais ce serait possible. Et très, très amusant, j'adorerais faire cela. Mais voici l'autre chose qui récemment est vraiment un grand problème avec ces positions. Quand vous essayez d'en faire un peu. Nous avons un exemple, des grands hauts niveaux de toxicité d'anti-indigène, anti-asiatique, anti-black. C'est montré dans la salle de classe, de l'intérieur, de l'extérieur, pas seulement récemment. Partagé avec nous. Et après nous, avant d'en avoir fait l'expérience soi-même, personnellement, je me dis, il faut y faire quelque chose. Et avec un barrage de politique que vous avez hérité, que vous avez manqué de rendre compte, ont été empruntés, qui ont été reflétés. Et non seulement on vous demande de tout résoudre, mais on vous demande de tout débrouiller, démêler toutes ces politiques. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, le fardeau, la charge de la responsabilité repose sur des personnes qui serait étonnant de savoir de qui il s'agit. Donc, le montant de personnes qui mettent des rendez-vous dans le calendrier, qui veulent que je travaille. J'ai dit au début, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai un jour pour me diriger vers l'extérieur. C'est parti. Gouverner mes mouvements et là où et comment
et les énergies, mes énergies, je dois développer. Donc, je n'ai pas, pour ce qui concerne l'intérieur, mais ce qui me déchire, les enfants sont ici. Les enfants noirs, asiatiques, indigènes, ils sont tous ici. Ils viennent, ils arrivent. Donc, ceci demande personnellement quelque chose. Je suis partagée. Je ne sais pas que cet espace puisse nous fournir ce qui nous est nécessaire, mais nous sommes ici. Est-ce que je devrais m'endommager encore plus, me faire encore plus de mal? Les étudiants sentent souvent que je n'existe pas. Et le racisme asiatique, de quoi parlez-vous? Que je suis non existante, ou nous avons commencé à la salle où on s'exerce de cocher la compréhension des événements et de ce qui se passe. Mais je sais. Donc déjà, oui. Pouvons-nous parler des siècles pendant lesquels les institutions se sont maintenues? Ceux-ci n'ont pas disparu. Donc, il y a encore du bon travail qui peut se passer. De faire un espace de travail pour le faire et de trouver des personnes pour vous soutenir. Je crois que je suis encore un peu optimiste. Je crois qu'on l'a dit qu'il y a eu des statuts dans lesquels j'ai confiance. J'adore beaucoup de ce que tout vous avez venu de dire, mais je veux ajouter, j'écoute sa session plénière numéro 2 concernant le racisme au sein de la salle de classe. Il y a deux choses qui se sont dites dans cette session par le docteur Megan et docteur Rees, qui a à faire. Comment est-ce que vous gérez cette situation? Est-ce qu'ils ont dit? C'est cette référence avec Tak et Nyang sur la décolonisation comme étant une métaphore, et de pas quand nous faisons face à la classe comme un espace de manifestation du racisme et d'autres structures et de violence, il nous faut démonter la classe même et la partager en petits morceaux et se demander qui c'est qui a, comment est-ce que ce système marche et comment est-ce que pour qui devons-nous travailler, de quoi cela aura l'air. Je ne crois pas que la décolonisation peut être gérée par le bureau du doyen. Il nous faut prendre un pas de recul et demander au sujet de toute cette institution, comment est-elle établie, comment se passe-t-il au niveau du financement, à qui va-t-il, comment est-il distribué? Comment est-ce que les différentes personnes sont valorisées? Qui c'est qui est invisible et qui c'est qui est visible? Qui c'est qui est plus valorisé ou moins au sein du même genre de travail? Par exemple, les contrats précaires pour les membres de FACTU, le système de 10 ans de corps enseignants sur 10 ans, les contrats, ces genres de corps enseignants est racialisé dans leur majorité, et la piste des 10 ans jusqu'à traditionnellement la vaste majorité de ces personnes sont des membres du corps enseignant blanc. Nous essayons de le changer, mais je dirais que nous devons partager tout le système pour perturber l'état de choses et la façon dont l'institution est établie et penser à des façons alternatives sur comment nous pouvons concentrer nos principes de décolonisation. Est-ce que je peux sauter et je vous remercie. Je pense que nous avons
Nous entendons certaines de ces réflexions dans des conversations de tout le temps. Décolonisons, qu'on changeons le professorat. Je veux simplement vous parler du how. Du comment, la question du comment, c'est très important. Ce serait très naïf de s'attendre à ce que les personnes n'ont pas pensé à le faire, personne ne les ont pas faites. Donc, tout ceci date d'il y a des décennies. Donc, l'idée de l'université néolibérale n'est pas une nouvelle idée. Beaucoup de très bons livres ont été publiés à ce sujet jusqu'au mythe des légalités. Mais qu'est-ce que... Il nous faut réfléchir à quelle est la façon dont ces institutions se reproduisent et comment est-ce que nous-mêmes qui cherchons à changer cette trajectoire de la suprématie des Blancs, comment est-ce que sommes-nous impliqués pour effectuer des changements? J'aime bien vos exemples, Mélanie et Hayden, pour gérer le statut de Ryerson à l'Université Aix, a montré comment ce qui pourrait être possible par le biais d'une politique coalitionnelle. Et je crois qu'une discussion au sujet des stratégies doit toujours être poussée par ce genre de réalité comme étant interpénétrant de la réalité de ces institutions et là où elles sont situées. L'université n'a pas de barrières très claires entre l'endroit où ils sont situés, il n'y a pas de limite claire et entre l'endroit où c'est situé et la communauté, par exemple pour le centre-ville et ailleurs, nous sommes dans un quartier prioritaire, entre guillemets. D'où viennent nos étudiants? D'où ne viennent-ils pas? Que ceci signifie d'avoir une université située dans un endroit qui est considéré comme un quartier prioritaire. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes brunes et noires. On voit qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants qui sont entassés dans ces quartiers. Peut-être que les universités vont y contribuer de d'autres quartiers. Et qu'est-ce que ceci signifie sur la façon dont les personnes peuvent vivre ensemble, les étudiants, les personnes locales, les résidents, etc. Mais aussi, il y a 50 000 personnes qui viennent sur le campus. Qu'est-ce que ça veut dire pour une petite ville de rentrer et sortir de ce genre de quartier? Ça a été très important pendant la COVID. La politique de l'université autour de la surveillance de qui c'est qui rentre et sort du campus prend en considération les communautés par lesquelles ils voyagent. Nous avons des programmes de transition et de connexion. C'est basé sur des spots limités. Est-ce que c'est basé sur le succès de ces programmes? Notre union a des programmes de projets communautaires qui gèrent comment rendre à la communauté en prenant des dons émanant de la communauté, donc qui met sur place un modèle de caritatif. Donc, dans ces meetings, on va financer par exemple le programme de basketball pendant 4 ou 6 semaines. Ça ne change pas vraiment ces communautés. On ne les reconnaît même pas. On ne reconnaît même pas que nos institutions sont situées dans des communautés, que nous avons des obligations les uns envers les autres du fait de là où nous sommes situés. Et donc, une politique de changement et de combat, une stratégie qui ne réfléchit pas à cela, qui ne le priorise pas, ne va nulle part. Et nous n'allons pas sortir de cette trajectoire de reproduire la suprématie blanche, les institutions blanches qui semblent faire toujours la même chose, mais simplement avec un nouveau nom, une nouvelle appellation. Donc, j'aimerais clôturer là pour mon commentaire, mais j'aimerais vous dire que ceci également signifie également qui se trouve au sein de notre communauté, la communauté de l'institution et les institutions dans le sein de la communauté globalement. D'un point de vue plus élargi, ne pas vraiment adhérer ou souscrire à l'idéologie de suprématie blanche, mais comment, de façon entreboîtée, de comment nous pouvons nous battre pour la libération
et reconnaître par conséquent de façon très claire ce que nous voulons dire pour des catégories telles que la catégorie asiatique. La catégorie asiatique n'est pas seulement, je le dis, parce que ça devient une politique, l'organisation de conférences, la reconnaissance de l'institution même, la collecte de données, mais ça veut dire comment est-ce que d'autres formes de violence et de racisme, je vais vous donner un très bon exemple, je crois, un solide exemple que nous voyons dans beaucoup d'institutions, les Asiates, le stéréotype asiatique qui est discuté et par conséquent un souci principal, c'est l'autre minorité. La minorité modèle et les plus brunes, ce sont parfois, ils sont peut-être des musulmans, mais ils ont l'air musulmans, mais peut-être qu'ils sont sikhs. Ils vont être renversés par une voiture, votre famille entière est décimée parce que vous avez l'air musulman. Et ce qui se passe, c'est les associations d'étudiants musulmans qui ont l'air musulmans sont ciblées par les policiers sur le campus. On les signale, on les convoque. Donc, c'est un problème. Ils ont commencé une ligne de secours pour le département des études musulmanes a dû commencer une ligne de secours. Les étudiants ne savent pas quoi faire. Parfois, ils sont internationaux, parfois, ils sont locaux. Donc, si nous ne savons pas de qui il s'agit, avec qui nous voulons être solidaires, qui se trouve dans le campus, dans la communauté, nous ne pouvons pas faire ce genre de politique de coalition de façon appropriée. Nous serons complètement prisonniers d'une suprématie blanche. Et nous pouvons, et sinon nous allons aller faire des cercles en cercle tout le temps et ne rien avancer nulle part. Donc nous pouvons nous améliorer et j'aimerais bien voir beaucoup d'améliorations à ce sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eve. Merci beaucoup. Vous avez soulevé des points très importants au sujet de la solidarité. Même parmi la population asiatique, les personnes ne se soutiennent pas les uns les autres. Et ce qui et de quoi et comment ça est-ce que même ce modèle caritatif, comment est-ce que la solidarité se montre? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est ça qui va nous apporter une transformation sociale? Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un voudrait parler de cela pendant que nous commençons à conclure notre conversation? Nous avons à peu près 13 minutes. Où aimerions-nous nous diriger? Vers où? Où est-ce que nous pourrons aller? Vers où pouvons-nous diriger? Des exemples de sabotage dans lesquels nous pourrons investir pour un groupe plus large. Et j'aimerais simplement finir vite. Que penseriez-vous et comment ça se passerait sur ces versions du status quo qui ont créé tellement de douleur et de violence? Je pensais à comment ça va se passer. C'est toutes les choses qu'on refuse, que je refuse dans ces institutions. Il nous faudra créer un espace pour les personnes telles que moi-même. Qui c'est qui fait les décisions au sujet du financement? Comment est-ce que le financement est-il distribué? Une redistribution radicale, vous demanderez que les étudiants ont leur mot à dire dans les prises de décision et que nous privilégions les voix des personnes, du personnel, des étudiants, du corps enseignant, les personnes qui nous préparent la nourriture dans la cafétéria, les personnes qui les nettoient et qui nous gardent en bonne santé et de bonne humeur. Je voudrais voir que la redistribution du pouvoir au sein de la classe et de perturber les dynamiques en place. Je veux
Je ne veux pas voir de policiers ou de personnel de sécurité. Nous nous gardons nous-mêmes en sécurité. Nous n'avons pas besoin de ces pratiques incarcératives institutionnelles qui, entre guillemets, soi-disant, nous protègent. C'est là où je veux envoyer ma fille. Le docteur Mélanie a mentionné, nous avons des enfants. Je veux que ma fille vraiment ait un espace qu'il aime, qui est bienveillant et qui est propice et encourageant. C'est ça que je voudrais, ce que je mentionnais plus tôt. Dans la section plénière numéro 2, ils ont donné de bons exemples de comment quel aspect ça aurait dans la salle de classe. Donc, j'aimerais avoir des conversations de ce genre. Hayden or Melanie, do you want to Mélanie ou Hayden, est-ce que vous voulez ajouter des remarques finales? Je pense que en ce qui me concerne, la solidarité est intéressante. Laurie, vous venez de le mentionner à l'intérieur et à l'extérieur. Les personnes qui voulaient gouverner de ça, comment ça devrait avoir l'air pour vous, et c'est vraiment quelque chose de complexe, quelque chose pour moi qui est devenu de plus en plus visible. Nos amis Sarah Smith et Laura, il nous faut remettre en question cette idée de perplexité sur l'antiracisme. C'est vraiment très difficile d'essayer d'enseigner aux personnes à ne plus être perplexes, surtout pour les immigrants blancs qui ont toujours ce genre d'idée qu'il s'agit là des colons blancs qui ont cette idée que c'est nouveau, que ça se dirige dans la direction de la perplexité qui a besoin d'une plus grande conversation. Je pense qu'en ce qui concerne le comment, je ne sais pas comment ceci peut se passer nécessairement, mais une plus grande attention, la compréhension, dissémination de formes de connaissances pas centrées sur l'Europe. Et je dis ceci parce que c'est vraiment incroyable comment on nous perçoit comme menaçants, menacés d'excellence, menacés de tout ce genre de choses. Donc, l'importance d'avoir ceci, d'avoir un espace pour d'être gouverné de façon externe par les échelons supérieurs, ceci en soi-même peut être très puissant. Mais dès que c'est considéré comme une menace, donc ça va être pacifié, dilué, et ça va résulter dans plein de choses. La dernière chose que je vais dire au sujet de la solidarité, c'est un peu chaud ici, donc je ne sais pas si je suis très cohérente, mais je trouve que c'est intéressant quand ça en revient tout à la connaissance. Les personnes présument, émettent des hypothèses sur les façons dont aider. La façon dont aider indique pour moi la façon dont tu indiques que vous ne savez rien à mon sujet. Votre offre m'a révélé là où vous trouvez vous-même, ce que vous pensez vous-même. Un de ces exemples serait d'alléger le fardeau, la charge sur les Noirs, indigènes, racialisés, les individus, les membres du corps enseignant, de quelque façon que ce soit. Et ça pourrait être n'importe quel exemple pour nous permettre, ça va sembler un peu simpliste, pour nous permettre de pouvoir, pour me permettre de m'asseoir à la table à manger avec mon enfant. Je sais qu'il y a des personnes qui connaissent notre histoire, ils savent de quoi je parle. Parce que mes parents noirs qui étaient des infirmières, qui s'occupaient d'autres familles, n'avaient pas des reporters partout dans le pays qui n'avaient pas le temps
Non pas qu'ils n'aimaient pas, non pas qu'ils ont abandonné qui que ce soit et n'ont pas aimé. Cet acte est important pour moi. D'accord, oui, c'est vrai. J'ai besoin de ce temps-là pour pouvoir rencontrer ce qu'elle va rencontrer. Ouais, d'accord. Est-ce que vous êtes là en ce moment-là ou est-ce que vous voulez que je sois ailleurs et que je fasse quoi que ce soit d'autre? Je vais m'en arrêter là. Désolée, c'est là où j'ai un conflit. Oui, oui, nous sommes avec vous, nous vous soutenons, oui, mais pour l'instant, il me faut des soins. Maintenant, il faut que vous vous souciez de moi. Vous savez comment être avec moi. Vous savez comment me soutenir. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Les implications politiques, nous pouvons être éthiques envers les uns envers les autres dans la façon dont nous sommes en rapport les uns avec les autres. Kaden, vous avez quelque chose à dire, cher monsieur? J'espérais que Mélanie allait continuer sur ce sujet jusqu'à la fin de l'heure. Mais oui, c'est quelque chose de très puissant. Une explication puissante de qu'est-ce que ça veut dire d'être noir au sein de l'académie. Ça implique une expérience indigène et je suppose que je parle pour les collègues asiatiques au sujet de leur propre expérience, mais c'est le cas également. Au sein de cette conversation, nous semblons parler avec ces fils de grands changements structurels, avec des petits changements de mise en œuvre, et ça se passe à deux niveaux. Peut-être que nous n'avons pas une théorie unifiée de transformation, c'est pour ça c'est tellement difficile de comprendre ce que ceci signifie d'être solidaire de façon critique avec les uns avec les autres et de fournir ces exemples de changements. Mais comme pendant que Mélanie parlait, je pensais aux changements que nous avons réussi, auxquels nous avons eu un succès modéré. Nous pouvons embaucher des gens, des membres du corps enseignant indigènes ou noirs ou des Asiatiques. Quand ils arrivent ici, nous les soumettons à une discipline de travail, de publier en certains volumes, de l'obligation de service qui demande énormément de nous. Ceci ne signifie pas que nous ne voulons pas travailler à bâtir des communautés, mais nous voulons travailler à bâtir nos communautés. Nous ne voulons pas investir à soutenir et reconstituer et reproduire, comme on l'a dit, la communauté universitaire. En ce qui me concerne, ceci ouvre des questions sur là où ma communauté se situe et qui elle est. Donc, ceci ajoute une dimension à cette conversation qui pourra m'aider à réfléchir à ces questions avec un peu plus de clarté. Sur cette note, je crois que parce que nous méritons tous et toutes d'être avec nos familles respectives et nous faisons ce travail sans relâche. Je veux vous remercier, les membres du groupe d'experts, d'avoir participé à cette conversation autour de la résistance et la solidification de la solidarité au sein des universités. Et mes remerciements à toutes les personnes qui se sont branchées à cette conversation et nous allons continuer à mettre au défi ces problèmes structurels et faire attention aux possibilités de bâtir des relations saines, ma façon de travail très saine, d'être ensemble. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Laura. Je remercie tous les organisateurs également en coulisses qui ont fait un tel travail pour rendre cette conférence possible et le Dr Stoudjan. Merci beaucoup. Merci à tout le monde.